Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. On va faire un petit update au niveau des marchés US. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube puisque j'étais partie en vacances à l'étranger et quand je suis revenue, j'ai attrapé le Covid. Donc du coup, petite absence au moins sur YouTube. Donc voilà, donc là on va faire un petit tour au niveau des marchés US. Alors là, comme on peut le constater, on avait cassé ce canal ici. Perso, je pense pas que ça va rester très longtemps à l'extérieur de ce canal ici, pour la simple et bonne raison que je pense qu'une bonne partie comment dire, des nouvelles de la Fed ont été pricées, hein. On a corrigé à peu près de 11-12% depuis les derniers plus hauts, donc c'est déjà quand même une bonne correction. Si on casse ce support-là, je dis pas que ça ne peut pas arriver, hein, c'est juste que je pense que ce serait de l'exagération, mais si ça arrive, ça va arriver. Et si ça arrive, ben, on ira chercher le prochain support. Euh, Ici à peu près. Moi personnellement j'ai déjà acheté ce support ici pour la simple et bonne raison, initialement j'aurais un petit peu plus attendu, mais quand je regarde au niveau du Dark Pool Index, on a quand même une courbe assez élevée. La dernière fois qu'on a une courbe aussi élevée avec vraiment des niveaux à 50% et plus, c'était justement pendant la chute du Covid, donc quand on a eu la belle reprise après l'année qui a suivi. Alors, je ne m'attends pas à une performance comme en 2020, on va rester réaliste, hein, pour la simple et bonne raison que tout simplement, on n'a corrigé que de 10%, 10-12%, alors que pendant la chute du Covid, on avait corrigé de 30%, donc c'était vraiment autre chose. Donc, je ne m'attends pas à la même performance non plus, mais cependant, on peut constater qu'on a un niveau de Dark Pool Index très élevé et que quand je retourne dans Max, vous voyez, c'est très rare d'avoir justement tous ces niveaux-là. Donc là, c'est arrivé cette fois-ci. Ça faisait un bon moment depuis le Covid que c'était pas arrivé. Là, on a eu le COVID, pendant le Covid ici. Et on l'a eu aussi, vous voyez, ici, pendant cette période de temps ici. Alors, ce qui est bien, ce qui est similaire dans cette période de temps-là, c'est qu'on a eu la première augmentation des taux courant 2015. Et donc, il y avait des turbulences courant cette année-là pour pricer la nouvelle. Et justement, on voyait aussi qu'on a eu la courbe du Dark Pool Index qui était quand même assez élevée. Donc là, ça se peut qu'on aille retester effectivement les derniers plus hauts, qu'on refasse un petit peu comme en 2015 ou tout simplement qu'on reparte. Mais par rapport à cette courbe élevée, j'ai plutôt confiance étant donné que la courbe est assez élevée et que dans le passé, elle donne des performances relativement bien pour les mois suivants. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du S&P 500. Comme j'indiquais dans mes anciennes vidéos, justement, je voyais à peu près le S&P 500 aller vers 5100, ce qui est à peu près 12% de maintenant, 12-13% de performance de maintenant. Donc, c'est pas non plus énorme. C'est quand même quelque chose qui peut être accessible. Et c'est ce qui est notamment donné comme chiffre, notamment dans les, comment dire, dans les projections de Goldman Sachs ou les projections de Yardani Research. Voilà, ça c'est au niveau du S&P 500. Donc là, vraiment une confirmation peut-être de rentrer à l'intérieur de ce canal de nouveau. Cependant, bon, moi j'ai racheté les supports, hein. Mais si on regarde au niveau du mensuel, c'est pareil, elle a tendance à très long terme, elle reste quand même encore au-dessus de la cassure ici de cette ligne de tendance, hein. Donc pour l'instant, la tendance reste quand même assez forte à long terme, sachant qu'on n'avait pas cassé cette ligne de tendance-là pendant plusieurs années, hein. Donc là, on vient la retester. Donc ça, c'était au niveau du S&P 500. Donc, je ne serais pas forcément étonnée à ce qu'on revienne retester des supports, hein, pour voir un petit peu si on a quelques divergences ou autres. Mais comme je disais, moi j'ai racheté ce support-là et si ça doit casser ce support, je rachèterai le prochain. Mais étant donné qu'on a, comme ici, une courbe assez élevée et que aussi on a eu par exemple un consensus bearish très élevé, alors ça c'est plutôt généralement un indicateur contrarien. Quand le consensus est trop d'un côté, il y a plus de chances à ce que ça se renverse. Donc là, on avait vu une progression. Ça, c'est en fait c'est un sondage qui se fait aux États-Unis. C'est un sondage pour calculer un petit peu le sentiment aussi, hein. C'est pris en compte aux US beaucoup par les investisseurs. Et là, on peut voir que les investisseurs avaient plus une tendance baissière pour les 6 mois qui suivent, depuis début janvier. Donc 33% bearish, 38% bearish, 46% bearish. Et là, on est passé à 52% bearish. Donc là, on est presque sur un consensus qui était vraiment baissier au niveau des marchés et qui aurait plus tendance maintenant à se renverser. Généralement, c'est ce qui se passe, hein. Donc là, on peut le voir, vous voyez, le consensus bearish
très bearish, hein. On peut le voir aussi là-dessus, sur ce chart-là. Donc c'est ça. Donc il y a plusieurs éléments. L'autre élément aussi que je peux mettre en avant, c'est que pour moi, on n'est pas forcément en fin de cycle économique, hein. D'ailleurs, voici le Leading Economic Indicator qui est un indicateur avancé, hein. Donc là, on peut voir que généralement, les récessions arrivent quand on approche la ligne de zéro, hein, comme vous pouvez constater ici. Voilà, à chaque fois, ça arrive vers la ligne zéro avant de vraiment tomber dans une récession. Donc là, on est quand même un peu loin de la ligne de zéro. On ne s'est pas encore vraiment très bien rapproché de la ligne de zéro. Donc on n'est pas totalement en fin de cycle économique, comme cet indicateur peut l'indiquer. Mais aussi, on peut regarder par exemple le spread entre le taux 10 ans, voilà par exemple, hop, et le taux 2 ans. Hop. Donc là, si je reviens là-dessus, que je fais, voilà, comme ça sera beaucoup plus simple. Généralement, on approche aussi la ligne 0 avant de s'inverser, avant de vraiment tomber dans une récession. Donc ça, ça ne veut pas dire que ça se passe tout le temps, mais c'est ce qui s'est passé les dernières fois. On se rapprochait au moins de la ligne 0 avant de retomber dans une récession. Et là, on est quand même, comme vous pouvez constater, on est quand même assez loin de la ligne 0. Donc là, une fois qu'on atteint la ligne 0, il y a l'inversement souvent de la courbe. Donc les taux court terme sont plus élevés que les taux long terme. Mais là, on n'est pas encore dans ce cadre-là. Donc il y a ça plus ça qui me font dire que pour l'instant, on n'est pas totalement dans une fin de cycle économique et que justement le S&P 500 a encore un petit peu de marge à aller chercher des pourcentages. Notamment quand je vois justement cette courbe-là du Dark Pool Index qui, justement, comme vous pouvez constater dans le passé, donne des performances assez positives les mois qui suivent lorsqu'elle est très élevée. Donc voilà, après... moi, je me fie à ces indicateurs-là, hein, donc c'est comme ça que je travaille. Après, je ne suis pas sûre à 100% non plus, mais bon, si on attend d'être sûr à 100% avant de rentrer sur les marchés, on ne rentre jamais. Donc voilà, donc ça c'est au niveau, un petit update au niveau des marchés US, on peut regarder au niveau du VIX aussi. Donc le VIX pour moi vraiment va rester, d'ailleurs vous voyez ici, ça aussi c'est pas très beau à long terme ça là. Vous voyez cette tendance ici qu'on a. Donc là, le VIX reste surélevé à 15. Pour moi, il ne va pas passer forcément en dessous de 15, 14,5. Je ne pense pas qu'on va retrouver un VIX à 10 avant une très 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 longue période. Et là, pour l'instant, on reste, vous voyez ici, ce nouveau support vers 15. Mais là, on peut constater aussi une petite tendance, hein. Donc, il faut faire quand même assez attention. D'ailleurs, si je reviens au niveau du daily, ça sera beaucoup mieux. Pour l'instant, il y a des probabilités à ce qu'on aille rejoindre le 17,5, 18, hein, vers ici, vers le bas. Et au pire, si on recasse, qu'on aille chercher les 15, mais je ne pense pas qu'on ira en dessous des 15, étant donné qu'il y a quand même pas mal de pression au niveau des marchés. Alors, ce qui va maintenir un VIX au moins vers 15. L'une des raisons aussi pourquoi j'avais racheté les supports sur les marchés, c'est aussi après ce spike au niveau du VIX qui est monté quand même à peu près à 39 et on était vraiment très très loin de la bande des Bollinger. Donc généralement ça reste très peu de temps en dehors, je crois que c'est 15% du temps ou 16% du temps. Ça va rester en dehors avant de rejoindre à l'intérieur de la bande. Donc là il y avait quand même des probabilités et il en est de même au niveau du put-call ratio. C'était un petit peu pareil. Attendez, je vais mettre ça sous forme de ligne, ça sera mieux. Vous voyez ici, on était sorti de la Bollinger Band, ce qui fait que ça ne va pas rester très longtemps, hein, comme on peut le constater dans le passé, à l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'avais racheté les supports à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça aussi qu'on a eu un rebond, c'est que justement il faut clôturer ces puts-là, donc racheter les positions en contrepartie. Et donc du coup, c'est ça aussi qui fait un peu pousser les marchés. Donc voilà, donc là on va voir au niveau du S&P 500, non c'était au niveau des taux US pardon que je voulais regarder, taux 10 ans. Alors je disais que généralement les périodes risk-on quand les taux 10 ans montent sont favorables au marché. Bon cette fois-ci ça n'a pas fonctionné. Alors pour la simple et bonne raison, je vais l'expliquer. Pour la simple et bonne raison que le problème principal était les taux. Donc voilà, donc d'habitude quand les taux ne sont pas forcément le problème principal, généralement, les taux, quand ça monte, c'est plutôt positif, à part pour les techs, mais généralement, c'est plutôt positif pour les marchés. D'ailleurs, on peut le constater, hein, si je rajoute le SPY, puisque ça délègue les périodes d'inflation ou de déflation. Alors, voilà. Donc, vous voyez ici, quand les taux ont commencé à monter avant le marché et après le marché a monté.
Il en était de même. Attendez, je vais juste aller regarder. Hop. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien ici, là, mais... Donc là, on peut aussi le voir, vous voyez, par exemple, quand on a eu la première augmentation des taux fin 2015, donc c'était vers là à peu près, on peut voir lorsque les taux ont augmenté ici, c'est là où on a eu la reprise après haussière au niveau du S&P 500, qu'on est sorti de cette zone ici de turbulence aussi. Donc là, on peut le voir aussi, vous voyez, quand ça a monté comme ça de manière assez importante, le marché a monté aussi. Donc ça, c'est normal puisque quand les taux montent, ça veut dire que les obligations baissent et généralement, les gens achètent des obligations quand ils ont peur au niveau des marchés. Donc du coup, c'est une relation un peu inverse. Sauf que cette fois-ci, étant donné que les taux ont monté de manière assez importante par rapport aux annonces de la Fed qu'elle augmenterait ses taux, donc en fait le taux a monté avant même qu'elle augmente ses taux, et donc là en fait ça n'a pas eu l'impact justement voulu, et d'ailleurs on peut le voir au niveau des obligations, que les obligations, elles, cette fois-ci ont baissé avec le marché. Comme vous pouvez voir là, le marché a baissé, les obligations ont baissé avec. Donc ça, alors que vous voyez par exemple pendant le Covid, ici, on peut voir que les obligations, je vais un petit peu zoomer in, ça sera mieux. Vous voyez que les obligations avaient monté de manière assez importante pendant que le marché baissait. Donc généralement, les obligations, c'est une sorte de, comment dire, pour diversifier le portefeuille afin de faire face aux périodes plus volatiles. Mais comme là, vous pouvez le voir aussi, hein, les obligations avaient monté, le marché avait baissé, les obligations avaient monté, le marché avait baissé. Et pareil ici, vous voyez, les obligations avaient monté, le marché avait baissé. Pareil ici, les obligations avaient monté, le marché avait baissé. Donc voilà, donc ça c'est ce qui se passe en général, hein, c'est à peu près 80-85% du temps, mais cette fois-ci, c'est le contraire qui s'est passé, donc du coup les taux ont monté, les obligations ont baissé et le marché a baissé. Donc c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé puisque la problématique principale était les taux et l'inflation. Donc c'est normal que les obligations baissent quand il y a une pression d'inflation parce que les obligations détestent bien évidemment l'inflation. Donc voilà, mais de manière générale, quand les taux montent à court terme, c'est signe de environnement risk-on puisque les gens sortent des obligations, et quand les gens sortent des obligations, ça veut dire qu'il y a plus d'appétit pour aller vers les actions. Donc ça, c'était une petite parenthèse au niveau du S&P 500. Hop. Donc vous voyez, tout ne fonctionne pas tout le temps. Par contre, ce qu'on peut constater là actuellement, c'est que, attendez, quand je vais rajouter le RSI, c'est qu'on peut constater une sorte de divergence ici qui commence à se faire au niveau du plus haut niveau des taux US. Donc là, on peut dire qu'on peut avoir peut-être un ralentissement, ce qui fait que ça peut ralentir aussi les pressions au niveau de l'augmentation des taux. Donc c'est ça. Au niveau du Bitcoin, on va regarder un petit peu aussi. BTC USD. Donc là, au niveau du Bitcoin, on est enfin sorti, vous voyez ici, de la ligne de tendance ici baissière. On peut voir qu'on est à un RSI au-dessus de 50, ça fait depuis le mois de novembre qu'on n'a pas eu de RSI au-dessus de 50. On peut constater aussi, d'ailleurs, si je rajoute l'OBV, on peut voir aussi qu'il y a du volume hein, quand même. Donc vous voyez, si je rajoute l'OBV ici, hop, on peut constater ici qu'on a un volume qui est quand même fort intéressant qui augmente ici, vous voyez, avec la hausse ici. Donc ça, quand on a le volume qui va avec la hausse, c'est plutôt bien, parce que c'est moins le reflet de juste un rebond sur une tendance baissière. Donc quand on a vraiment du volume qui rentre, ça peut être plus intéressant. D'ailleurs, si, hop, pour ceux qui n'avaient pas vu le post, donc là, on pouvait voir le 28 janvier, j'avais reposté ça de Game of Trade, que les baleines commençaient à accumuler. On peut voir ici, vous voyez, l'écart entre la baisse du Bitcoin et l'accumulation au niveau des baleines. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon signe, hein, surtout quand le Bitcoin baisse comme ça. Donc voilà, donc ça c'était un peu un signe que ça commençait à rentrer sur les marchés. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'il faut savoir aussi, maintenant on peut le dire, puisque avant on ne pouvait pas le dire, c'est que pour moi, 2021 était une période de correction. Pour la simple et bonne raison qu'on n'avait pas de tendance, on était dans un range. Donc une période de correction, de stabilisation dans une tendance haussière. Vous voyez, dans les tendances haussières, on monte, on fait une figure de configuration, de continuation, et après on repart. Donc là, est-ce qu'on est justement dans le cadre d'une figure de continuation? Donc c'est vrai que si on arrive à revenir
donc vers retester les plus hauts et de casser ces derniers plus hauts, à mon avis, ça va pas continuer juste 2 jours, ça va continuer sur une certaine période de temps pour aller les prochains niveaux de 100, 120 000. Donc ça, c'est ce que je pense, parce que si on reste dans une période de consolidation pendant plus d'1 an et qu'on finit par casser cette période de consolidation vers le haut, pour moi, ça ne va pas juste monter pendant 2 jours ou 3 jours, ça risque de continuer plus longtemps à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on peut constater que 2021 n'était pas forcément un bull run, c'était plus une période de consolidation, de correction au niveau du marché Bitcoin. Donc là, pour l'instant, ça maintient ici, c'est plutôt bien. Si l'argent va un petit peu dans le Bitcoin aussi, ça veut dire que les actifs reviennent, l'argent revient dans des actifs à risque, ce qui risque d'être aussi positif pour le marché, puisque le marché equity risque de suivre et donc de remonter aussi. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du BTC-USD, BTC-USD, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau du DIX, quand le DIX est très élevé aussi comme ça, c'est aussi une très bonne période aussi pour le Bitcoin. Généralement, le Bitcoin superforme aussi par la suite puisqu'il est corrélé au marché equity. Donc ça se peut que comme ça annonce potentiellement une hausse sur les marchés les mois qui suivent, ben, ça se peut que le Bitcoin justement suive cette direction aussi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve donc une prochaine fois.